Maintenant, je me tourne vers le député de Chambly pour la prochaine question pour l'opposition officielle. Oui, merci, M. le Président. Mais d'abord, merci, M. Duchesneau. Quand vous étiez chef de police, je pense qu'à l'époque, c'était la police de la CUM qu'on disait, vous avez marqué la fonction, puis vous avez procédé à des réformes majeures à Montréal qui ont marqué la police sur l'île de Montréal. Et aujourd'hui, je pense que votre rapport, votre témoignage, en tout cas, on peut l'espérer comme parlementaire et comme Québécois, va marquer la suite des choses. M. Duchesneau, vous avez une connaissance de Montréal, toute particulière. Or, vous le dites dans votre rapport à la page 9 que la collusion qui sévit dans le domaine de la construction serait aggravée au cours des dernières années. Et là, vous parlez de Montréal. Vous faites référence à ce rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal qui est tellement révélateur quand on voit que sur une période de 4 ans, tous les contrats, 26 sur 26 à la Chine, ont été donnés au même entrepreneur. À Anjou, tous les contrats, 100% ont été donnés au même entrepreneur comme s'il y avait eu un partage de territoire. Vous dites aussi, à la page 20 de votre rapport, vous citez une source proche des Hells Angels qui dit que l'asphalte à Montréal, on l'a toute. C'est votre citation. Il y a même, on a un ex-fonctionnaire, M. Baudry, du ministère des Transports, qui dit que la mafia italienne montréalaise contrôle ce qui se passe à l'intérieur de la Ville de Montréal au chapitre de la construction routière. Et il y a même un ancien président du comité exécutif de Montréal qui dit que la mafia est à l'hôtel de ville de Montréal. M. Duchesneau, ma question, elle est très simple. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Très bonne question. De toute évidence, que le vérificateur général déclare et que le maire et que le directeur général de la Ville confirment que les soumissions fournies lors d'appels d'offres ont diminué de 30% depuis que des mesures ont été prises. Je pense que ça dit tout. Montréal, pour y avoir travaillé, c'est immense. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Moi, je dis toujours, la peur, c'est le début de la sagesse. Et quand on n'a pas ces moyens de contrôle nécessaires, ça peut justement ouvrir la porte. En 1983, j'ai arrêté mon propre patron pour trafic de stupéfiants. Et finalement, quand on a fait l'analyse de ça, c'est sûr que ça part de responsabilité. Mais on s'est aperçu que nos moyens de contrôle étaient totalement inefficaces. Alors, il faut réduire les tentations. Et c'est pour ça qu'un groupe comme l'unité permanente anticorruption ou l'unité anticollusion, notre seule présence, quand je parlais de l'effet marteau tantôt, a fait que les gens se sont gardés une petite gêne. Donc, il y a eu des effets positifs. Toutes les mesures qui ont été mises en place font en sorte que les gens qui font des soumissions pour des travaux publics le disent tous actuellement, les gens sont sur leur garde. Et tout ce que ça fait, c'est que ça bénéficie. On a mis 347 millions dans vos poches. Et si on demeure statique, si on garde la même façon de faire avec une unité anticollusion qui ne se repense pas, croyez-moi, ils vont trouver des moyens rapidement de contourner le système qu'on a remis en place. Donc, il faut être sur nos gardes, être agile, bouger, et quand on devient prévisible, on devient vulnérable. M. Duchesneau, pourquoi, vous savez, quand on a l'impression, depuis quelques années, là, quand on lit les journaux, que c'est bien souvent à Montréal que ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là, ces dernières années à Montréal pour qu'on en arrive à cette situation dont je vous parlais tantôt? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème à Montréal? Montréal, c'est un gros marché. Le crime organisé existait à Montréal depuis des lunes. Montréal, ville ouverte dans les années 50-60, était sous l'emprise du crime organisé. Le crime organisé s'est encore là muté dans les années 60, dans les clubs, le jeu clandestin, etc. Dans les années 70, ça a été la période de la drogue, où les membres de motards criminalisés servaient uniquement d'escorte pour les chargements de stupéfiants qui rentraient à Montréal. Et là, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils avaient un pouvoir, ils sont devenus eux-mêmes des vendeurs de drogue. Et tout ce que ça fait, ça a un effet de cascade, mais vers le haut. C'est-à-dire que nos gens qui étaient les caïds de la mafia
avaient une petite emprise sur Montréal, mais avec les années, ils ont monté de grade. Ils sont passés du secondaire 5 au niveau du doctorat. Et donc, il y a eu une escalade, c'est sûr et certain. Et pourquoi Montréal est maintenant sous l'emprise? Bien, il y a des gens, effectivement, qui ont réussi à s'installer en demeure dans la ville de Montréal. La conséquence de ça, c'est que ceux qui voulaient faire de la concurrence à Montréal ont été obligés d'aller dans le 450. Et quand d'autres se sont implantés dans le 450, on s'en va vers la Basse-Laurentide, par exemple. Et plus on s'en va vers des petites villes, plus on a affaire à des élus qui n'ont pas les structures qu'ont des partis provinciaux ou des partis municipaux, mais dans des grandes municipalités. Et ils deviennent vulnérables, et c'est là que vous voyez les élections clés en main. Exactement. Vous m'amenez, M. Duchesneau, sur cette piste-là, parce qu'effectivement, vous dites, dans votre rapport, page 50, on peut craindre que des organisations criminelles se rapprochent de l'entourage de la classe politique locale pour arriver à leurs fins. Et en note en bas de page, vous dites « Plusieurs de nos sources nous indiquent que la situation est particulièrement préoccupante dans le monde municipal. » À quoi vous faites référence là, quand vous dites que c'est particulièrement préoccupant dans le monde municipal? Est-ce que vous avez documenté plusieurs cas? Et vous faites référence, j'aime bien votre portrait Montréal, un peu plus loin, un peu plus loin. Est-ce que c'est dans des régions précises que vous avez senti ce problème lié senti ce problème préoccupant pour le monde municipal? Et je vais arrêter là pour l'instant. La réponse est oui. Encore là, dans la même foulée où je ne donnerai pas de nom, on a rencontré des élus aussi qui sont laissés seuls. Quand tu as besoin d'une route, tu n'as pas de directeur général, tu n'as pas de service de génie conseil, puis il y a quelqu'un qui vient t'offrir de t'aider parce que tu es maintenant son ami. Il va sauter dessus, mais c'est quelqu'un de bien honnête qui, à un moment donné, souvent dans les meilleurs intérêts de la ville, ne s'aperçoit pas qu'on est en train de lui envoyer une perche, puis on le ramène tranquillement. Le cas des élections clés en main, là, ouais. Est-ce que vous avez documenté plusieurs cas et impliquant combien de firmes, sans nous donner de nom? Combien de cas de clés en main avez-vous pu voir là, dans votre recherche et combien de firmes étaient impliquées dans ce genre de stratagème? En fait, on l'a entendu presque partout et on a eu une réunion la semaine dernière avec le directeur général des élections et ce qu'on a convenu, c'est prenez pas notre parole, on va nous contacter les gens qui nous ont informés et vous leur parlerez. Et donc, on est dans le processus de prendre contact avec ceux qui nous ont nous-mêmes informés, qui ont des choses à dire. Essentiellement pour leur demander leur accord, pour transmettre ça au directeur général des élections? En fait, on ne veut pas agir d'intermédiaire. On ne veut pas que le directeur général des élections prenne ce que nous, on a accumulé. On vous dit, voici une sonnette d'alarme. Maintenant, nous, on va parler avec les gens qui nous ont dirigés vers cette opinion-là et parlez-leur. Vous nous dire combien de firmes seraient impliquées dans ce genre de stratagème? Plusieurs firmes, si vous me... Parlons d'une dizaine. Et quant à la situation qui est préoccupante, est-ce que vous avez des régions, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des régions toutes particulières? Là, est-ce que je comprends que c'est de ce que vous dites, c'est un peu dans le sens de ce que vous nous disiez tantôt, là, on est dans le 4-5-0? Si je veux que mon propos ait un facteur de dissuasion, je vous dirais partout. Est-ce que je cible tout le monde? Non. Il y a des... Mais je ne télégraphierai pas mon geste. Okay. Mais je comprends qu'il y a des régions où c'est particulièrement frappant. Oui. Où vous avez vu un certain nombre de cas en nombre particulièrement élevé. En fait, une firme de génie ou un entrepreneur n'ira pas dans une ville qui n'offre pas une possibilité de faire des travaux. Alors, si vos routes ont toutes été pavées dans la dernière année, il y a des chances que vous ne verrez pas personne vous offrir leur service. Mettons ça comme ça. Dernière question, M. Duchesneau. Il me reste une minute. À la page 50, vous envisagez, parlez, ma collègue de Lotbinière y a fait référence tantôt, de l'enrichissement personnel de certains élus. Oui. Est-ce que je dois comprendre de votre propos de tantôt que vous n'avez pas de cas précis, là, sur l'enrichissement personnel de certains élus, précis et documenté? On en a. C'était pas le but de notre recherche.
Il y a encore des vérifications qui doivent être faites, mais c'est comme si on ramasse beaucoup d'argent, il y en a un petit peu pour la cause, puis il y en a un petit peu pour moi. Et est-ce que je dois comprendre, M. Duchesneau, que dans les 17 dossiers que vous avez transférés à l'UPAC, est-ce qu'il y a des choses qui sont reliées? Est-ce que je peux vous demander si c'est relié à l'enrichissement personnel de certains élus? Non. Si j'avais à travailler ce dossier-là, dans un premier temps, je le travaillerais avec le directeur général des élections, qui a des pouvoirs que nous n'avions pas, mais qui, je pense, relève de sa juridiction. Une rencontre très positive avec les gens du DGE. C'est le député de